Donc voilà, merci. Je vais intervenir effectivement sur le même sujet que les autres que nous avons reçus par mail. Et donc, plutôt que de le traiter comme il a été déjà bien traité, il le sera encore mieux tout à l'heure. Moi, je suis géographe spécialiste de l'alimentation, mais je travaille dans un laboratoire du CNRS qui s'intéresse à tout ce qui est communication. C'est-à-dire, donc, on travaille sur la gestion des crises alimentaires, la vache folle, des choses comme ça. Et donc, on n'est pas trop dans la décision, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, ou comme on va le voir. Néanmoins, donc, j'ai demandé à des étudiants et chercheurs de mon laboratoire de répondre à des questions qui étaient sous-entendues par celle-ci et qui vont vous permettre d'avoir un retour en quelque sorte sur ce qui est décidé dans les administrations et une perception. Là, on va entrer plus dans quelque chose qui est comment peut être perçue une politique nutritionnelle. On n'a pas trop mis alimentaire, hein, vraiment plutôt nutritionnelle, et une incursion des pouvoirs publics dans la décision alimentaire par des chercheurs et des étudiants parisiens, mais aussi venant de toute la France. Donc la première, quand je leur ai dit, qu'est-ce que vous me donnez comme image à mettre en diapositive d'ouverture qui représente le mieux l'équilibre nutritionnel, on m'a demandé de mettre ça. Voilà. Et donc, vous connaissez tous cette pyramide, mais surtout, il y a eu un très beau texte que j'ai pas pu retrouver pour ce soir, mais je pense que c'est très facile. C'était le commentaire symbolique de la pyramide. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez, cette pyramide qui est stable, qui est égyptienne hein, dans sa conception, mais qui est complètement fantasmée et qui est souvent pratiquée à l'inverse, puisque ce qui est beaucoup consommé, qui devrait l'être peu, l'est souvent beaucoup plus que ce qui ne devait pas l'être. Hein. Donc il y a eu une forme d'idéal assez compliquée, avec une forme géométrique qui a été voulue et appréciée justement comme ça. Voilà. Après, il y a évidemment toute une série d'images, représentations hein, sur la manière dont on découpe l'offre alimentaire en différents groupes hein, et donc qui explique que tout mangeur que nous sommes, nous mettons un peu d'ordre hein, dans un certain nombre de produits qui arrivent, pas toujours avec des termes qui empruntent à la nutrition. Hein, c'est parfois la forme, c'est parfois des classifications très anciennes, fruits, légumes. Et surtout, donc, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, ces groupes ne sont pas interdépendants et pas mélangés. Hein, c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure à propos des doses. Hein, si vous pouvez définir un produit par ce qu'il est, si dans la consommation vous le mélangez avec quelque chose d'autre, votre mesure n'a plus d'intérêt. Alors, on a discuté également sur la question du mot équilibre. Qu'est-ce que c'est qu'un équilibre alimentaire? D'où vient ce mot? Donc on est parti de l'idée que c'était probablement quelque chose qui restait de cette ancienne vision de la médecine grecque, hein, hippocratique et galénique, hein, de quelque chose qui est également là une forme d'équilibre, une forme d'une forme de perfection. Hein, et l'équilibre, c'est un terme qui est quand même très compliqué. Les philosophes sont très, très dubitatifs sur le sens qu'on y met. Hein, mais vous voyez bien que dans les représentations de la médecine grecque et de la médecine chinoise, hein, il y a des modèles qui sont formulés de cette manière. Si un jeune aujourd'hui cherche l'équilibre alimentaire ou équilibre nutritionnel, vous verrez que sur les moteurs de recherche, il va trouver très facilement ce genre de choses. Alors, vous voyez, donc c'est calé sur les âges de la vie, c'est calé sur les éléments naturels, les tempéraments, hein, et puis donc une vision évolutive de l'alimentation hein, en fonction des âges. Voilà, et ce modèle que l'on a en Occident, hein, il a un équivalent en Chine avec évidemment des variantes, mais il est quand même important pour expliquer aussi sur cette planète alimentaire pourquoi vous avez deux grands pôles hein, dans lesquels on a fabriqué des cuisines qui ont été jusqu'à être désignées comme des gastronomies. Parce qu'il y a eu, avec cette grande offre céréalière,
qui a été la base stable des États qui ont pu donc dominer ces régions, vous avez donc tout un apport de la science, hein, ou d'une forme de science, qui a construit en quelque sorte l'idée que l'alimentation, c'est pas seulement cueillir et gratter la terre pour avoir un aliment. Alors, il y a l'autre aspect également, pour terminer cette introduction, qui est de se dire depuis quand les pouvoirs publics se mêlent de notre assiette. Hein, et donc, bon, il y a bien sûr le pain et le cirque, il y a un certain nombre de choses donc, qui concernent plus, je dirais, les subsistances alimentaires, hein, plutôt donc ce qu'on a dans l'assiette, mais il y a quand même, arrivé au XVIe siècle, XVIIe siècle, l'idée qu'on peut intervenir plus, non pas seulement sur l'alimentation, mais sur la santé. Alors, mes collègues ont dit, bon voilà, on peut très bien, distribution du pain du roi au Louvre, au XVIIe siècle, c'est pas franchement de la santé, mais c'est quand même un peu, ça concerne un peu la santé. Il y a quelque chose qui a été oublié, à mon avis, qui est, me semble-t-il, la première fois qu'un groupe, une communauté pense la qualité alimentaire, enfin, je n'ai pas vu avant, hein, donc je suis prêt à toute proposition là-dessus. Ce sont les Quakers américains, enfin pas américains d'origine, mais qui s'installent aux États-Unis et qui, vous savez, vont inventer les céréales soufflées, hein, avec cette idée que le pain, surtout le pain avec du maïs, ça va pas très bien. Donc la céréale va être soufflée et dont va naître une autre manière de fabriquer les céréales, hein, mais qui va être intégrée à la communauté Quakers par les enfants. Parce que vous savez que les Quakers sont les premiers qui ont véritablement pensé que l'enfant n'était pas du tout un petit animal à dresser à coups de trick, hein, ou à coups de menace, mais qu'au contraire c'était un être humain qu'il fallait aimer dès le départ, qu'il fallait encourager, et qu'il fallait récompenser. Voilà. Et les céréales faisaient partie de ça. Donc les Quakers que vous avez sur votre table du petit déjeuner, ça raconte ça aussi. Voilà. Et puis ce sont eux qui ont d'ailleurs offert pour la première fois le chocolat à des enfants. Parce qu'à l'époque, le chocolat était réservé aux femmes riches, hein, et à des enfants qui avaient suivi le catéchisme. Et donc il y avait cette idée de récompense. Vous voyez, le chocolat dans la tête des Quakers, devient progressivement, passe du médicament à friandise. Vous voyez, c'est quelque chose qui est assez particulier. Bon, et puis au début du 19e siècle, hein, cette estampe, hein, qui montre donc une première campagne, on va dire, hein, de vaccination, hein, et qui montre bien, vous voyez, la difficulté que le peuple a de suivre des injonctions venant de la puissance publique. Voilà, je ne vais pas aller loin, mais j'ai simplement donc, à partir de là, vous entraîner sur deux principaux versants. Hein. Le premier qui est un peu de travailler sur ce qui a été perçu par mes collègues et les étudiants. Donc l'idée que la politique nutritionnelle, c'est une forme de contrainte publique qui marche avec un argument qui est l'argument moral. Surtout maintenant, hein, je parle... Vous voyez bien que dans épicerie locale et solidaire, pour tous, hein, on insiste lourdement sur les mots, hein, il y a évidemment quelque chose qui est essentiellement donc, de mettre en avant, hein, le fait qu'on ne va pas à l'épicerie pour être consommateur, hein, mais qu'on va pour faire une bonne action. Et accessoirement, on emplit son panier, mais ce n'est pas la règle. Hein. Voilà. Et puis après, bon, il y a toute une série de discours, hein, de littérature sur le fait que donc la nourriture, c'est quelque chose qui véhicule une morale, éthique. Hein. Je pense là-dessus, il y a eu beaucoup de choses sur la stigmatisation de l'obésité, hein, montrant qu'elle apparaissait comme une forme de punition, hein, à ceux qui devaient porter ce fardeau comme étant le résultat d'une volonté qu'ils n'avaient pas pu maîtriser. Voilà, donc cette idée de justice, cette idée qu'on retrouve également dans le gaspillage, hein, c'est quand même impressionnant de voir aujourd'hui comment on tartine la tête des gamins avec cette idée de gaspillage, alors que les adultes le font
allègrement. Et donc vous avez des campagnes. Je vous montre cette photo parce qu'on était assez fiers avec une équipe d'enseignants d'un ENIL, École nationale d'industrie laitière dans le Jura, qui avait donc récupéré les quignons de pain gaspillés par une école de 300 étudiants en 10 jours. Voilà. Et donc ces quignons de pain ont été ensuite travaillés par la professeure d'art plastique qui a monté une colonne. Voilà. Et donc pour valoriser un peu la colonne, pour qu'on en parle un peu dans les médias, pour qu'ils se rendent compte que finalement leur petit truc dans leur petit coin, ça pouvait être médiatisé. Donc on a monté la colonne sur la place de la Bourse et on s'est aperçu par hasard qu'il y avait l'AFP qui était à côté. Donc j'ai téléphoné à une amie de l'AFP qui m'a dit je descends, on fait la photo et puis donc ils ont été donc si vous tapez gâchimètre, vous verrez la fameuse colonne de pain qui est ici et qui est ensuite redescendue dans son lycée et qui trône à l'entrée de l'établissement juste avant la porte du restaurant. Voilà. Et qui fait qu'il n'y a plus de quignons de pain jetés maintenant. Bon, morale, jeter le pain, c'est pas bien. Bon, après, vous avez donc perçu par mes collègues arguments sanitaires et financiers. Donc là, exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, même si c'est pas vrai, même si c'est pas le cas, même si il ne faut pas mélanger, mais c'est ce qui est perçu. Ce qui est perçu, c'est assez intéressant sur cette histoire de tabac parce que il y a quand même comme idée que on est dans une société où peut-être on n'interdit pas assez, comme a dit Madame, mais peut-être qu'on interdit pas mal aussi quand même. Et l'idée que ce qu'on a réussi pour le tabac, on va peut-être le réussir pour le sucre. C'est peut-être complètement faux, évidemment, mais c'est cette idée que quand les pouvoirs publics veulent quelque chose, on a des résultats. Voilà. Et puis, donc, vous voyez comment on a instrumentalisé toute la symbolique et la sémiotique du paquet de cigarettes sur un certain nombre de choses. Voilà. Et l'argument que donnent les gens que j'ai interrogés, c'est que maintenant apparaît sur l'obésité, entre autres, mais sur la malnutrition, des mesures en termes de coûts. Donc, peut-être qu'un jour, on va arriver à dire, à donner des chiffres un peu ronds, un peu simples, du genre, l'élevage, c'est 18% des gaz à effet de serre, ce qui n'est pas vrai, mais ça fait rien, mais ça marque comme ça. Et donc, du coup, beaucoup de gens, voilà. Et donc, les dépenses de santé, un jour, on dira, je sais pas quoi, telle maladie ou telle chose, c'est ça. Et si on fait un lien avec tel perturbateur endocrinien ou je ne sais quoi, on va accélérer un peu les choses. Argument social, la transmission. Bon, là, je crois que c'est un peu pour dire que aujourd'hui, ce qu'on voit apparaître, c'est une réappropriation ou une appropriation peut-être par des classes jeunes de choses qui leur ont pas été transmises. Je vous donne un exemple. J'ai par exemple des étudiants qui, il y a 3 ans, ont décidé de monter une AMAP. Voilà, mais c'est bien, donc ils ont trouvé un paysan, tous les jeudis soirs, ils ont leur panier à 10 € avec leur... Sauf que, quand ils ont le panier, ils ne savent pas quoi faire de ce qu'il y a dedans. Donc ils prennent des photos des côtes de bêtes, vous voyez, et ils vous envoient ça par téléphone en disant qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que j'en fais. Alors si tu as un lapin, tu donnes la partie verte au lapin, ou tu peux même manger, et puis ça s'appelle côte de bête, et pour transformer ça, il faut aller sur marmiton.org. Voilà. Donc, vous voyez, il y a quelque chose. Alors, ce que je montre là, mais c'est la même chose. Vous voyez, on a l'impression d'avoir des étudiants dans des écoles qui réinventent. Vous vous rendez compte là, la tarte, la quiche, là, quelque chose. Vous voyez, la photo et presque un concours international de la quiche, je ne sais pas quoi. Vous voyez, parce qu'on est dans le ludique, on est passé dans quelque chose qui est complètement différent. Voilà. Mais des freins, rapidement, donc. Là, c'est un grand débat en sécheresse, c'est la cuisine. J'ai mis exprès quand même le cirque télévisuel. Donc, c'est cette idée qu'on va transférer la cuisine dans l'univers du sport, du loisir. On va mesurer des performances en termes de temps. Il faut faire telle chose en tant de minutes. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais c'est comme ça. Et ensuite, on départage avec des formes de célébrités qui sont celles que vous connaissez. Donc, et donc, on fait toute une génération de gens qui vont
se trouver dans une société où on ne transmet rien, où on ne leur transmet plus ou pas assez, hein, et qui vont inventer un rapport à l'alimentation qui est complètement nouveau. Hein, et qui est un petit peu, par exemple, l'équivalent de ce qu'on a dans la fête du samedi soir, le dîner du samedi soir, hein, ou du week-end, par exemple, qui est quelque chose de complètement différent de la corvée, de la cuisine corvée de la semaine, si tant est qu'il y ait de la cuisine. Mais le samedi, la cuisine, le repas, le barbecue, c'est quelque chose qui ressemble plus à du loisir qu'à de la cuisine. Hein, le barbecue, c'est l'homme à la viande, la femme au pain. Hein, c'est Cro-Magnon rejoué sur la pelouse, hein, avec des rôles bien fixés. Parce que moi, j'ai essayé un jour de dire, mais pourquoi je voudrais que le mouton soit cuit par la femme? C'est impossible. S'il y a un homme, c'est pas la femme qui peut cuire le mouton. Vous voyez, voilà, c'est comme ça. Donc des freins, hein, des freins culturels, des freins extrêmement graves. Alors, donc là-dessus, sur ce truc assez confus, hein, donc ce qui avait été connu, perçu par des gens, mes étudiants donc, connaissent un peu, suivent un peu l'actualité sur l'alimentation, donc les dernières réalisations de l'État, donc on en a expliqué tout à l'heure. Hein, première chose qui a été, l'État taxe. Voilà. Et l'État taxe, parce que c'est des géographes, donc, parce qu'on remarque de 92 à 2003 que l'obésité augmente dans certaines régions. Voilà. Et que donc il y a quelque chose à faire. Hein. Et donc avec l'arsenal législatif new-yorkais, entre autres, hein, avec tout ce qui a été dit tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus. Hein. Donc l'idée qu'il y a un correctif socio-spatial, hein, qui peut être apporté par l'État, sous forme de taxes. Bon, alors après, il y a eu, comme vous savez peut-être, moi je pensais que les étudiants allaient en parler, mais les appels à projets du PNA d'octobre 2014, hein, et donc toute une série de propositions qui ont été faites pour faire émerger ce que François essaie de comprendre, hein, dans ces formes de démocratie alimentaire où le ministère public suscite des initiatives. Hein, donc 4 axes dont vous voyez qu'ils recoupent en partie des choses qui ont été vues par mes collègues avant. Hein, la justice, l'éducation, le gaspillage, hein, justice vers le gaspillage et l'ancrage territorial. Donc quelque chose qui cadre en quelque sorte avec les attentes et les perceptions des mangeurs aujourd'hui. Alors sur la justice, donc ce qui est sorti de ça, parce qu'au au salon de l'agriculture, le ministre a donc donné un certain nombre de labels à des programmes, et l'ASCO a été récompensé. Et donc on va voir. Donc dans le paquet justice, hein, ce qui est très curieux, c'est qu'il y a eu 3 projets qui ont émané de propositions visant à améliorer l'alimentation dans les hôpitaux, dans les prisons. Très, très intéressant, hein, de voir que finalement, les prisonniers, hein, la nourriture des prisonniers suscite de l'intérêt, hein, et de la part d'associations, notamment prison de femmes, mais également des maisons d'arrêt plus simples, où les séjours sont plus courts, hein, avec parfois l'idée d'intégration, parce qu'à Poissy, par exemple, il a été prévu de créer une boulangerie, hein, dans laquelle pourraient travailler les prisonniers. Voilà. Et dans ce périmètre social, vous avez donc les hôpitaux. Voilà, par exemple, ça c'est un plateau qu'on a trouvé, un plateau alimentaire d'un prisonnier en France aujourd'hui. Voilà. Et épicerie sociale en Bourgogne, donc ça c'est des choses très simples, dans du rural un peu lointain. Donc la possibilité d'aider à un accès à l'alimentation qui est plutôt simplement quantitatif. Alors, sur l'éducation, bon, ça c'est la tarte à la crème, mais c'est impressionnant de voir que ça continue, hein, et que autant les ingénieurs agronomes nous font rire avec leur salade sur le toit de l'INA, là, hein, et donc, vous voyez ici, hein, cette idée que
on va avec des gamins qui sont dans des régions, je n'ai pas mis toutes les régions, mais c'est très intéressant de voir que les 19 projets recoupent toutes les régions de France. Il n'y en a pas une qui a été oubliée. Et que dans beaucoup de projets, il y a cet aspect de transmission, hein, éducation et transmission, avec donc des choses qui sont un peu drôles, du genre les légumes trop moches, trop bons. Ça, c'est le côté alimentation drôle. Hein, c'est cuisine, on prépare les futurs top chefs. Hein. Films courts sur les repas dans les lycées agricoles, c'est plutôt les films, ce qu'on appelle les films verts, les films trash, vous voyez, hein, sur la malbouffe, sur tout ça, on voit les nourritures irradiées, des trucs assez classiques. Et puis, éveil à la diversité alimentaire. Donc là, c'est plutôt un peu la question de savoir comment on va traiter la différence alimentaire, hein, avec des populations qui vont réclamer des régimes ou qui ont des prescriptions religieuses différentes. Voilà, donc l'idée principale, c'est qu'aujourd'hui, je pense que c'est très très important, hein, c'est que l'éducation alimentaire n'est plus transmise par les familles. Je pense qu'à Mouansartou, on a un écosystème complètement différent, ou alors peut-être que les familles ont été sollicitées par la puissance publique pour être sensibles à ça. Ce serait intéressant de savoir qui a commencé. Mais ce qui paraissait évident pour une génération de gens encore ici dans la salle, hein, et qui ont reçu de leur mère, de leur grand-mère. Par exemple, à la sortie d'une émission avec Hervé Tiss, il n'y a pas très longtemps, à France Culture, oui. Et Hervé Tiss, c'est celui qui développe, qui promeut la gastronomie moléculaire. Alors, bon, très bien. Et je lui dis, mais Hervé, à la fin de l'émission, mais enfin quand même, dis-moi quel est ton plat préféré. Et il me dit, j'ai honte. Ah bon. La choucroute de ma grand-mère. Et je dis, pourquoi tu as honte? Parce que c'est pas ce que je promeux et j'ai l'impression de trahir ma grand-mère. Oui, ça, c'est pas bien. Mais vous voyez le discours, hein, qui est de dire, bon, il y a encore des générations qui ont quelque chose, un capital, hein, qui est en eux, vous voyez, mais qu'ils ne transmettent pas tel quel. Je dis, mais est-ce que tu fais des plats à tes enfants, tout ça? Non, non, c'est fini. Voilà. Ça, c'est la première chose. Dans les thématiques, donc le gaspillage, bon, ça, il n'y a rien de particulier, mais ce qui m'intéressait en tant que géographe, hein, c'est plutôt l'ancrage territorial, donc les produits locaux, on a expliqué, la politique alimentaire départementale ou régionale, bon, là, ça, c'est des choses qui sont maintenant évidentes, hein, mais dans le rendu du ministre de l'Agriculture, au mois de février, hein, il y a une distinction entre ce qui pouvait être fait à l'échelon d'un département comme le Gard, hein, ou à l'échelon d'une région comme chez vous, l'ASCO. Hein. Donc là, il y a véritablement une expérimentation, hein, par la puissance publique à partir de ces projets, de ce qui peut être fait à partir du bas. Hein. Voilà. En tant que géographe, je ne pouvais pas ne pas montrer cette carte parce que je pense que elle raconte bien, hein, si vous voulez, comment un document comme celui-ci, donc vous connaissez peut-être les déserts alimentaires, hein, ces endroits où il n'y a pas d'accès possible à une nourriture fraîche, dans un rayon c'est d'espace-temps, hein, c'est pas du temps, mais c'est pas de l'espace, mais de temps de kilomètres, de temps d'heures par jour. Hein. On voit bien donc la géographie, hein, comme elle l'a été en France, instrumentalisée pour protéger, patrimonialiser des productions locales par les AOC. Alors que l'Italie a choisi un autre modèle. Hein, vous voyez, aux États-Unis, hein, on invente ce genre de documents pour montrer que bon, il y a un nouvel ordre social alimentaire à réinventer, hein, puisque dans un pays où il y a tout, il y a quand même des déserts. Voilà, et donc je voulais conclure sur cette question je dirais, des formes de représentation que peuvent donner des gens qui sont très actifs sur la sphère du net. Hein, c'est tout ce que font les architectes, hein, en matière de représentation de ce que peut être dans quelques années une ville verte, hein, et une ville qui soit agricole. J'ai même vu des sites où Paris est présenté comme une capitale alimentaire, mais en tant que capitale qui produit, hein, des biens alimentaires. Donc vous savez que c'est une agence belge, hein, qui
à qui Anne Hidalgo a demandé de réaliser ce que pourrait être un environnement alimentaire avec une ville qui se nourrirait à peu près sans avoir à recourir au marché. Voilà. Et donc voilà, par exemple, depuis Notre-Dame, ce que ça donne. Vous voyez. Et donc, vous allez me dire, mais c'est complètement irréaliste. Alors, je vais quand même vous montrer ceci, parce que je trouve que j'habite dans ce quartier. Et vous voyez, il y a entre cette église clunisienne du XIIe siècle et cette cathédrale de Paris du XIIIe siècle, il y a exactement 250 mètres. Voilà. Et il y a 250 mètres et il y a 90 ans. C'est-à-dire qu'entre le moment où cette église est terminée et où celle-ci est déjà construite à moitié, il n'y a que 90 ans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, vous voyez, ça, ce qui vous fait rire, hein, ou qui nous fait, voilà, ça peut être même dans un pas de temps plus court. Hein, et ça peut être quelque chose, vous voyez, qui est exactement l'équivalent de ce qu'a été ce Paris du Moyen-Âge, avec ses petites églises monastiques où vivaient des moines qui étaient pauvres et qui attendaient en grelottant la mort, vous voyez, avec des... Oui, à peu près, voilà. Avec des bourgeois, hein, entreprenants, riches, ambitieux, qui ont écouté Sugère, hein, et qui se lancent, après les croisades, dans cette aventure des cathédrales. Voilà. Donc voilà, après, vous allez sur cette agence Skyboat, vous voyez le métro à Paris en 2050. Hein, voilà, avec les tours agricoles. Il y a beaucoup de gens de l'INRA. Je pense que vous pourrez leur poser plein de questions sur les projets qui sont en cours là-dessus. Hein, tours agricoles, voilà, but d'avion, donc des choses qui sont comme ça. Voilà. Et pour terminer un peu plus au ras du piéton, ce que pourrait être une politique publique locale. C'est peut-être Madame Anne Hidalgo, hein, qui va peut-être lancer ce truc-là. Je ne sais pas. Et qui ne sera pas forcément ça, mais ce sera un quartier, un bout de quartier, je ne sais pas. Il y a déjà des choses qui sont en cours, hein, dans la banlieue parisienne. Il y a des gens de l'INRA ici qui vous en parleront mieux que moi. Hein. Mais en termes d'imaginaire, hein, sur ce que peut être un espace alimentaire, hein, qui soit repensé à partir de tout ce que nous avons entendu ce matin, eh bien, voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut être plus qu'un rêve. Voilà, merci de votre attention.